are the New York Knicks. We are the New York Knicks. Bienvenue à tous dans Origine de Champions, notre série dans laquelle nous replongeons dans le passé pour revisiter les profils de draft de nos champions NBA 2026, les New York Knicks. Aujourd'hui, 8e numéro, OG Anunoby. Et pour ce faire, nous replongeons dans le profil de OG grâce à l'article de Jonathan Givony pour draftexpress.com, la référence du scouting à l'époque. Nous sommes en 2017, à la fin de la deuxième année universitaire de OG et avant sa sélection en 23e pick de 2017. Origine de champion, OG Anunoby, c'est parti. OG Anunoby avait démontré des promesses au cours de sa saison freshman à Indiana en 2016, malgré son passif de quasi inconnu en sortie de lycée quelques mois avant ça tout juste. Saison universitaire qui s'était conclue par une splendide performance défensive contre Kentucky au deuxième tour de la March Madness, lorsqu'il avait réussi à étouffer le futur top 10 de draft, Jamal Murray, établissant alors de ce fait d'immenses attentes pour une saison de l'explosion sophomore à venir en 2017. Cette année, OG a en effet réalisé des progrès conséquents, avec un excellent 18 points, 9 rebonds, 2 assists, 2 steals, 2 blocs par 40 minutes, ajusté pour temps de jeu, avec un très efficace 62% de true shooting et notamment des performances marquantes contre des futurs first seed du tournoi NCAA 2017 à venir, North Carolina et Kansas. Mais une blessure grave au genou a mis fin à sa campagne sophomore, le renvoyant vers la case infirmerie et même opération, pendant que Indiana ne gagnait que 5 de ses 14 derniers matchs en son absence, synonyme évidemment de non-qualification pour la March Madness 2017. OG a un profil physico-athlétique d'élite pour un combo forward NBA. 6'8" de taille, avec une charpente très épaisse et très dessinée déjà, et une envergure de bras que l'on murmure autour de 7'6" de long, plus de 2m30, qui lui permettrait de jouer on ne peut plus aisément le rôle de poste 4 au niveau supérieur, ou même de pivot dans certains line-up small ball. Il bouge cependant avec la fluidité d'un ailier, léger sur les appuis et capable de jouer au-dessus du niveau du cercle, comme en atteste la grande quantité de poster dunk spectaculaires admirés depuis 2 saisons. OG est probablement plus apte à jouer un rôle plus ou moins restreint au niveau supérieur en attaque, opérant en tant que, par exemple, spot-up shooter, en réception de passe, driver sur ligne droite à partir de jeu de main à main, ou en transition, en attaquant les close-out ou sur des finitions intérieures diverses. Il peut également générer des points sur des cuts vers le panier, notamment comme menace verticale sur alley-oop, ou bien en attaquant le rebond offensif. Et il est capable de réaliser la passe simple lorsque dans le périmètre ou sur le poste bas au sein d'un système collectif déjà établi. Ce n'est cependant pas quelqu'un que l'on doit espérer voir créé par lui-même à ce stade de son développement, bien qu'il ait montré de manière générale un bon footwork et un timing pour attaquer certaines défenses pas bien en place sur des lignes droites, de par de longues foulées ou des coups d'épaule très puissants. Sa qualité de dribble est trop limitée actuellement, notamment main gauche, et il a logiquement beaucoup de mal sur isolation ou sur pick and roll pour faire quoi que ce soit, du fait de faire rebondir le ballon très haut sur ses dribbles, ce qui le ralentit considérablement. Il n'a pas vraiment de jeu intermédiaire non plus, ne tentant quasiment jamais de pull-up jump shot, et il n'est pas vraiment à l'aise pour trouver la passe simple lorsqu'il est en mouvement, et encore plus dans le trafic entouré de défenseurs. La plus grande variable de la carrière de OG et de sa capacité ou non à trouver un rôle offensif au niveau NBA sera bien entendu son jump shot, qui, pour l'instant, laisse quelques doutes. Il shoot en carrière universitaire à 36,5% à 3 points, la moyenne à peu près. Et lorsqu'il a le temps et l'espace de dégainer correctement, il fait très bien partir le ballon avec une belle rotation pendant le tir et en l'air qui peut donner un certain optimisme au regard de son développement dans l'exercice. Cela dit, l'échantillon est incroyablement petit, à peine 74 jump shots en 50 matchs en tout et pour tout, et le fait qu'il ait rentré 52% à peine de lancers francs, 52%, indique qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Sa mécanique de tir est largement imparfaite, apparaissant même très rigide dans ses mouvements, avec une légère tendance à partir vers l'arrière ou même à faire un mini saut d'appui irrégulier avant de shooter. Il a une tendance à tenter de guider le ballon par moments avec ses mains massives plutôt que de par le geste global en soi, shootant avec un coude très rigide et relâchant le ballon très bas, et le tout avec une trajectoire de tir très plate qui, parfois, l'empêche de faire partir le ballon lorsque contesté de trop près. Il a déjà beaucoup progressé, mais avec encore un très long chemin à parcourir avant de pouvoir être considéré comme un shooter compétent.
La défense, en revanche, est véritablement le côté du terrain où Anunoby peut briller de mille feux au niveau supérieur. Il est le prototype physique parfait des standards de la Grande Ligue, avec son cocktail d'élite de taille, longueur, puissance et mobilité, et il a même démontré pouvoir défendre sur les 5 postes au niveau universitaire lorsque concentré et déterminé à jouer à fond. Indiana aimait bien le placer en défense sur des meneurs adverses même, étant extrêmement perturbant et même étouffant, et empêchant le bon fonctionnement des systèmes adverses en gênant la tête de proue, le meneur, de par sa capacité à descendre très bas sur les appuis, à rester sur cette posture défensive longtemps et sans problème, et à empêcher les plus petits joueurs de le contourner grâce également à sa vitesse latérale excellente. C'est par ailleurs très difficile pour les arrières de lui shooter par-dessus avec son incroyable grande allonge, la longueur bras levé, bras tendu, qui lui permet même fréquemment de contrer des jump shots dans le périmètre ou de pouvoir perturber les lignes de passe avec sa splendide vitesse sur des close-out. Cela dit, OG ne joue malheureusement pas tout le temps avec le même niveau d'intensité sur chaque possession et les scouts NBA sont occasionnellement frustrés de par sa passivité ou de le voir manquer de dureté. Son manque d'expérience et ses instincts naturels pour le jeu tout juste corrects, mais sans plus, se voient parfois des deux côtés du terrain. Il lui arrive de perdre son attention ou de réagir très lentement à ce qui se passe sur le terrain autour de lui. Ce sont des choses assez peu surprenantes de la part d'un joueur à ce point jeune. Bien qu'en deuxième année universitaire, il est tout de même plus jeune qu'une grande partie des freshmen des premières années de cette draft 2017. Et peu surprenant aussi de par son parcours de révélation sur le tard, qui, cela dit, peut aussi, à l'inverse, signifier qu'il lui reste encore une large marge de progression restante. S'il se présente à la draft, OG Anunoby devrait très probablement intéresser bon nombre d'équipes dès le premier tour, si tant est que les tests médicaux se révèlent rassurants sur sa capacité à se remettre complètement à long terme de sa blessure grave au genou. Dans un passé très récent, les équipes NBA n'ont pas eu peur de sélectionner un joueur malgré certaines blessures, parfois même graves. Joel Embiid, Nerlens Noel, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie et d'autres par exemple, qui n'ont peu ou même pas du tout chuté relatif à leur position attendue avant la blessure. Mais les détails de sa blessure sont importants et OG pourrait choisir de revenir à Indiana pour se soigner pleinement avant de tenter de faire remonter sa cote pour la draft la saison suivante. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again! Et donc, à présent, vous le savez, quelques commentaires de notre part, un peu en free flow, à propos de cet article, du profil de OG, son évolution aussi, à quel point est-ce que le jump shot a basculé du côté positif pour lui, et qui fait qu'on a un joueur qui est fabuleux, et puis aussi retracer un peu le parcours de OG, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là, à être champion NBA 2026 avec les New York Knicks. Bon, le parcours est quand même un peu plus linéaire, il y a moins de choses à dire qu'avec des Clarkson, ou des Mike Brown aussi, hein, le coach Mike Brown qu'on a fait hier, parcours qu'il fallait détailler pendant plus de 20 ans, mais tout de même, rappelez que OG, je ne sais pas si vous le savez, je pense que oui, pour beaucoup, il n'est pas américain. Il n'est pas du tout américain. Il est anglais à la base, OG Anunoby, avec aussi des origines nigérianes de par son père. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de là vient le nom. OG, c'est Ogugwa. Son père était Ogugwa senior et donc lui, c'est Ogugwa junior. Donc. Et en fait, malheureusement, quand il a 1 an à peine, sa mère décède d'un cancer. Et son père étant à la base professeur à Oxford Brookes University, donc Oxford en Angleterre, la famille finit par déménager aussi dans le Missouri lorsque lui est très jeune. Il a 4 ans et donc ils viennent assez rapidement aux États-Unis pour que le père soit à nouveau professeur de finance à Lincoln University. Donc voilà, en fait, il n'est pas américain, on est d'accord, il est anglais et nigérian en partie, mais c'est vrai qu'il a quand même fait son cursus basket, on va dire, aux États-Unis. On ne parle pas en effet d'un prospect totalement européen qui aurait fait un peu ses gammes en Europe avant d'être drafté et seulement découvrir un peu le monde NBA et américain là-bas. Non, il a quand même fait donc le cursus high school normal, j'ai envie de dire, donc le lycée dans le Missouri. Il fait du basket parce qu'évidemment il est grand, donc c'est vrai que ça aide de s'orienter plutôt vers là. Mais au passage, il a un frère qui a joué en NFL chez les Browns de Cleveland, chez les Titans du Tennessee et aussi chez les Vikings de Minnesota. Voilà, donc moi je le connaissais pas, j'avoue, son frère. Mais bref, donc lui il est grand, donc il reste un peu sur le basket et c'est un prospect qui est globalement est noté 3 étoiles sur 5. Vous savez qu'en high school il y a un peu des notes, des classements sur les top prospects, c'est 5 étoiles, 5 sur 5. Ensuite les 4 étoiles, les 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile et puis rien. Et puis juste vous êtes un walk-on sur le campus, vous avez juste vous demandez une place gratuite grosso modo. Mais voilà, c'est vrai que on parle pas de quelqu'un qui était forcément un méga giga
talentueux. On parle pas d'un prospect 5 étoiles à la Jalen Brunson, qui est un top 20 lycéen, méga star, Team USA U19, champion du monde, etc. On parle de quelqu'un qui était pas mal considéré, mais qui sans doute n'avait pas encore d'ailleurs la maturation physique qu'il va avoir par la suite. Donc voilà, à peine prospect 3 étoiles, donc bien sûr qu'il n'y a pas de tout ce qui est McDonald's All-American, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas non plus, il fait pas partie du top 100, il n'est pas dans le top 100 lycéen, donc je crois que c'est probablement le moins bon, entre guillemets, prospect lycéen qu'on ait fait aujourd'hui, quoique Jordan Clarkson devait être aussi pas mal en termes de prospect peu coté. Il a dû passer par la fac de Tulsa, Oklahoma, puis ensuite monter en gamme, etc. Donc il a fait plusieurs facs et il a fini par arriver en NBA au deuxième tour. Mais voilà, c'est vrai que OG, on parle pas d'un méga prospect talentueux sur du vrai talent pur, on va dire, hyper coté au lycée. Et c'est aussi pour ça que, comme dit Givoni dans l'article, finalement, il y a un peu ce côté surprise lorsqu'il arrive à Indiana et que directement il est bon, et qu'il marque un peu les esprits, de par aussi le fait que physiquement, on voit que directement, c'est un monstre, c'est un monstre physique en termes de taille, de longueur. Alors, j'ai quand même vérifié, une fois que OG a fait le combine, son envergure a été en effet mesurée à seulement 7,2 ou 7,3. Voilà. Donc, on est loin des 7,6 de long, 7 pieds et 6 pouces de long qui, en fait, pour le dire très simplement, il doit y avoir même pas 10 pivots NBA qui ont actuellement une envergure de 7,6, donc voilà, ça faisait un peu partie de la légende sans doute, mais en vrai, alors c'est énorme, c'est quand même énorme d'être à 6,8 de taille avec un bonus de bras qui sont pas à 6,8 mais à 7,2 ou 7,3, c'est quand même immense, et ça fait aussi partie du profil. Mais donc voilà, il y a quand même cette première saison du côté de la fac de Indiana, coaché à l'époque encore par Tom Crean. Le coach Tom Crean, vous avez vu sans doute une photo de lui qui a posé avec OG lorsqu'il a été champion. Et l'équipe 2016 de cette équipe des Hoosiers de Indiana, pardon je le prononce mal, mine de rien, il y a 5 futurs NBA. Il y a 5 futurs NBA que vous connaissez peut-être. Déjà, le meneur qui est là depuis très longtemps, qui était même là à l'époque de Oladipo et de Cody Zeller, c'est Yogi Ferrell, le petit Yogi Ferrell que moi j'adorais. D'ailleurs, depuis 2013, je l'aimais beaucoup, ce petit Yogi Ferrell, qui je crois a fait un peu de Brooklyn, un peu de Dallas en NBA, mais qui était vraiment très très petit. Donc voilà, Yogi Ferrell est passé par la NBA, mais rapidement. Troy Williams aussi, qui était un ailier défensif assez athlétique, qui a fait une petite carrière NBA aussi, toute petite. Évidemment aussi, on a Juwan Morgan qui était passé par là. Juwan Morgan, futur NBA également. Mais surtout Thomas Bryant. En fait, il a joué aussi avec Thomas Bryant qui était un pivot très grand et aussi très long là-bas à l'époque. Qu'il est encore un très long. Mais bref, donc voilà, 5 futurs NBA dans cette équipe en 2016, lorsque donc ils passent pas loin de faire un upset. Non, ils font l'upset, de Kentucky au deuxième tour et puis ensuite ils vont tomber contre North Carolina au troisième tour de la March Madness. North Carolina à l'époque, en 2016, c'est l'équipe qui aurait pu être championne. Mais on en a parlé, là encore, clin d'œil du destin, c'est l'équipe qui donc bat Indiana de OG, mais qui va perdre au buzzer contre Josh Hart, contre Brunson et contre Michael Bridges. Donc voilà, tout se recoupe au final. Et donc c'est vrai qu'après cette saison freshman, il y a un côté où, waouh, on a l'impression d'avoir découvert un mec totalement fou, quoi. Un mec qui était un prospect 3 étoiles, et quelques mois plus tard après, à l'issue de la saison freshman de OG, on dit, waouh, en fait il est très coté, et j'ai même moi le souvenir que on entame la saison sophomore, et en effet, au mois de décembre, donc décembre 2016, bien avant la draft 2017, mais donc une mock draft de cours de saison, j'ai le souvenir que OG, je suis allé vérifier, en effet, il était 9e de la mock draft de Draft Express. Et comme je dis à chaque fois, un Draft Express, c'était vraiment la référence à l'époque, donc c'est pas comme si c'était un site qui faisait n'importe quoi, mais clairement, il y avait ce côté où, waouh, en fait, la hype était quand même pas mal. Alors, malheureusement, la blessure au genou va faire qu'il va tomber, et sans doute beaucoup plus bas qu'il n'aurait dû. Là, au moment où j'enregistre, et d'ailleurs, au moment peut-être que vous entendez ça, il y a aussi un mec dans cette draft 2026, c'est Jaden Quintance, je sais pas comment on dit, qui était aussi attendu top 10. Il s'est blessé très gravement en fin de saison 2025. Il n'est pas vraiment revenu en 2026, et donc il va chuter. Mais je pense que Jaden Quintance, c'est aussi un mec, on va se dire, waouh, on l'a eu en numéro 27 ou en numéro 23, incroyable. Bon, en fait, c'est juste un talent qui était censé être top 10, mais avec une blessure, les mecs sont un peu réticents. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va expliquer que OG Anunoby n'a pas vraiment pu, on va dire, écarter certains doutes quant à sa création offensive, parce qu'en fait, il n'a pas pu jouer, et la cote en a pris un coup. Il faut dire aussi que cette équipe 2017 de Indiana était moins forte parce que Yogi Ferrell était parti, notamment. Donc bref, il va finir drafté 23e par les Toronto Raptors, et là, on est quand même assez peu surpris. Parce que Masai Ujiri, voilà, par le GM Masai Ujiri, qui est un GM qui en général aime bien la longueur, il aime bien la taille, il aime bien les athlètes comme ça. Il y a des GM comme ça, on sait que l'ancien GM d'Orlando aussi, je crois que c'était Hammond, qui draftait que des mecs grands et longs. À Orlando, quand il y avait un prospect qui avait une belle envergure de bras, on se disait oui, ok, celui-là il est pour Orlando notamment. Mais voilà, donc OG arrive en draft 2017, un peu plus bas que prévu.
23e plutôt que peut-être top 10 ou loterie. Je pense qu'on aurait pu l'attendre en loterie. Et il arrive dans une équipe de Toronto qui, en 2018, pour sa première année, c'est encore Kyle Lowry et c'est encore DeRozan. C'est la dernière année notamment DeRozan en tant que go-to-guy, coaché par Dwayne Casey, qui je crois va être coach de l'année, si je dis pas de bêtises, cette année-là. Et c'est une équipe qui, en 2018, il y a déjà eu des échecs en play-off depuis 2014, 15. Alors 14, ils se font sortir au premier tour sur un match 7. Bon, ok, c'était la jeune équipe. 2015, ils se font défoncer par les Wizards sur un 4-0 totalement surprise, alors que c'était eux l'équipe la meilleure équipe en termes de seeding, en termes de classement. 2016, c'est évidemment LeBron, ok. 2017, c'est encore LeBron, évidemment aussi, hein, donc les fameux LeBronto, c'est un peu ces années-là, mais parce que LeBron, parce que aussi Irving. Et 2018, il n'y a plus Irving. Kyrie est parti, il est à Boston, et donc Cleveland est un peu plus faible, mais c'est là où on se dit, c'est peut-être l'année de Toronto, dernière chance pour DeRozan. Alors on ne sait pas encore que ça va être la dernière chance, mais il y a un peu ce côté, waouh, tout marche bien, on est quasiment à 60 victoires pour ces Raptors de Lowry et DeRozan, donc avec l'ajout de OG qui d'ailleurs joue quand même pas mal, hein. Il joue 20 minutes pour démarrer sa carrière, 20 minutes, en étant titulaire 62 fois sur 74, alors que c'est un rookie de 20 ans. Ça aussi d'ailleurs, vous avez noté à quel point il était jeune, même pour un deuxième année, plus jeune que certains premières années, comme dit Jimmy, on va en parler aussi. Mais grosso modo, c'est Ibaka, Valanciunas qui est très bon, Delon Wright, Pascal Siakam aussi qui est arrivé juste un an avant lui, Fred VanVleet aussi qui était arrivé pareil, CJ Mal, Jakob Poeltl, le jeune Jakob Poeltl, le jeune Norman Powell aussi qui est par là. Bref, une magnifique équipe de Toronto, presque 60 victoires qui va en play-off. Ils vont battre Washington cette fois-ci au premier tour. Boum, 4-2. Merci, bonsoir les Wizards. Alors avec je crois qu'il y a une blessure de John Wall, non, ou un truc comme ça, il me semble. Bref, et ils arrivent au deuxième tour. Cleveland Cavaliers. Mais Cleveland sans Irving. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le Toronto, quasiment 60 victoires contre LeBron, 4-0, merci, bonsoir, avec notamment ce fameux flotteur, game winner en flotteur de LeBron, qui part sur la gauche et qui score main droite. Et je crois que notamment, c'est par-dessus OG Anunoby. Donc voilà, ça a été la fin de ce Toronto auquel certains croyaient un peu moins, parce qu'il y avait des limites en termes de go-to-guy, de DeRozan, malheureusement. Mais lui, pour le coup, OG, il joue pas mal. Il joue encore 24 minutes de moyenne en playoff, parce que voilà, t'as beau être jeune, t'as beau être inexpérimenté, t'es grand, t'es long, tu défends, tu mets 2-3 shoots. Bon, ça, c'est un profil qu'on adore en playoff. Donc voilà, échec collectif pour Toronto dès la première année. Mais pour lui, c'est quand même très cool, déjà, j'ai envie de dire. Et on a aussi, il faut le noter, l'été 18, justement, le trade de Kawhi Leonard contre DeRozan, avec un Kawhi Leonard qui est en fin de contrat. Mais Masai Ujiri fait quand même le pari. La suite, on la connaît un peu, c'est-à-dire le titre en 2019. Mais il faut quand même dire deux choses. Le fait que, d'abord, on a quand même OG qui va être blessé. Je crois qu'il se fait opérer de l'appendicite pour la fin de saison 2019. Donc il joue pas mal, hein. Il joue 67 matchs cette année-là, mais il manque les playoffs. Il fait aucun match de playoffs cette année-là. Donc techniquement, il a une bague, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait partie de cette histoire. À 21 ans, il a une bague, mais bon, c'est un peu quand même bizarre en termes de positionnement. Et puis deuxièmement, c'est vrai que il y avait aussi dans cette équipe des Raptors, il faut en parler, le fait qu'il y avait un peu des gros titulaires qui étaient là depuis longtemps. Donc à l'époque, c'était DeRozan, Lowry, Valanciunas notamment qui était par là, et Serge Ibaka qui s'était rajouté aussi avec un trade de Terrence Ross. Enfin bref, il y avait un peu un noyau dur de stars ou de cadres. Et puis après, il y avait une espèce de deuxième équipe. Et moi, je pense que ces Raptors de cette époque-là, c'est le truc qui se rapproche le plus de comment est-ce que moi, je joue à Football Manager. Je sais pas vous, mais c'est-à-dire que tu as ton équipe de titulaires pour le championnat, pour la Ligue des Champions. Et puis pour la Coupe de la Ligue, voilà, t'as une équipe de jeunes, quoi. Tu t'alignes un peu une équipe de jeunes. Bon, je rigole un peu, mais il y a un peu ce truc-là, je trouve, avec les Raptors, et presque même aussi un peu un côté parfois Coupe Gambardella. Moi, ça me fait penser. Alors moi, je suis de Montpellier à la base d'origine, donc en 2009, on est monté en Ligue 1, et dans le même temps, on avait aussi Montpellier, les jeunes qui avaient gagné la Gambardella, donc qui est la coupe des jeunes dans le championnat et la coupe des jeunes. Et donc, c'était une génération où il y avait du Younes Belhanda qui va être footballeur de Ligue 1 ensuite très confirmé, El Kaoutari, on a aussi dit Benjamin Stambouli aussi qui était par là, Jonas Martin aussi, Rémi Cabella. Enfin bref, c'est quand même une génération un peu en or, et ça arrive pas souvent parce que généralement il y a quand même beaucoup de casse entre les équipes de jeunes et les équipes de vieux. Et donc c'est vrai que moi ça m'a toujours fait un peu penser à ça, cette équipe de Toronto, parce que c'est une équipe avec, bon, OG était pas là, il va arriver après, il va arriver en 2017, mais justement les jeunes des Raptors avec VanVleet, avec Siakam, avec je crois donc normalement je crois qu'il y a Powell aussi et Poeltl, c'est des jeunes qui ensemble vont gagner deuxième division, équipe B, ils gagnent la coupe de D-League, le championnat de D-League, et ensuite ils montent avec les pros, quoi. C'est un peu l'impression que ça m'a fait. Et donc voilà, OG est un peu il arrive après le titre de D-League, lui il participe directement à l'équipe première, on va dire, là où Siakam ça a mis un peu plus de temps, VanVleet aussi, Norman Powell aussi, etc.
Mais clairement, il y a un peu ce côté où c'est sympa de les voir aujourd'hui parce que quand on les suit plus tard, Siakam, la carrière qu'on connaît, All-NBA, qui a failli être champion l'an dernier. OG, aujourd'hui, est champion et c'est un joueur qui est de niveau All-Defense, etc. Van Vliet, qui est devenu le premier joueur non drafté ou un des premiers, ou je sais plus exactement, mais être All-Star en étant non drafté, un des rares en tout cas. Il y a aussi Norman Powell qui fait la carrière qu'on connaît, qui a été leader des Clippers une année, ensuite qui va à Miami. Et voilà, il fait quand même une belle carrière aussi en termes de volume, création, scoring un peu à volume. Donc c'est quand même rigolo de voir un peu l'explosion de cette génération des jeunes, des Raptors. Et donc, OG fait partie de ça. C'est toujours un peu ce côté attachant, je trouve, dans le parcours. Et donc, en effet, lui ne joue pas en 2019, mais il se passe un truc après le titre, c'est que Kawhi s'en va. Or, l'équipe 2020, l'équipe d'après, l'année d'après des Raptors, est, je trouve, une des équipes les plus sous-cotées, sans doute, qu'il y ait en NBA depuis 10-15 ans. En tout cas, c'était une équipe qui était excellentissime, mais évidemment, on n'y pense pas, parce que elle n'est pas allée au bout, elle n'est même pas allée en finale de conférence, elle va tomber dans la bulle contre Boston, mais au terme d'une série qui est peut-être une des plus belles séries qu'on a eues tactiquement entre Nick Nurse et Brad Stevens, c'était la folie. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même une équipe où je pense qu'on ne pense pas trop à eux, mais c'était une équipe qui était très cool. Alors pourquoi ? Parce que notamment en attaque, quand Kawhi s'en va, Siakam, qui était un joueur de complément, va clairement augmenter son niveau de jeu et son volume. Laurie était encore très bon, donc ça change pas à la limite, mais surtout Siakam va devenir beaucoup plus un créateur principal, donc un peu combler le départ de Kawhi Leonard. Alors pas au même niveau, on est d'accord, hein, mais au moins juste assez pour que l'équipe reste encore pas mal du tout, avec le coaching de Nick Nurse aussi. Et défensivement, là par contre, l'absence de Kawhi Leonard est remplacée par OG, justement. OG Anunoby qui, cette saison-là, devient titulaire à la place de Kawhi. 30 minutes par match pour OG à 22 ans à Toronto, saison 2020. L'attaque est pas là. L'attaque est clairement pas là pour OG qui a 10 points par match, mais 30 minutes en moyenne, une défense déjà spectaculaire. En play-off, ça monte même à 36 minutes par match. Et il y a aussi ce fameux buzzer beater notable et mémorable dans la bulle avec, facilité par le fait que dans la bulle, du coup, Kyle Lowry a pu reculer largement par rapport à la ligne de touche et donc faire cette remise en jeu en étant très reculé, ce qui a permis de faire une passe par-dessus Taco Fall que Brad Stevens avait fait rentrer. Et donc la passe exceptionnelle de Kyle Lowry par-dessus Taco Fall qui atterrit dans les bras sur le corner opposé de OG qui déclenche le tir. Et je crois que c'est un tir hyper important, je crois que c'est match 4. Je crois un match 4 ou match 5. Enfin, un tir qui fait que Toronto n'est pas à la ramasse dans cette série et recolle le score assez rapidement avec donc cette victoire. Bref, finalement, la série est perdue, mais vraiment, je vous encourage à aller la revoir si ça vous intéresse cette série. Et voilà, on a vraiment l'explosion et OG qui s'installe comme un vrai gros titulaire NBA. 2021, ça va être plus compliqué pour les Raptors, malheureusement, parce que en fait, c'est la saison post-Covid. Ou en tout cas, le Covid n'est pas réglé, mais la NBA reprend. Mais les Raptors sont obligés de déménager. En fait, ils ne peuvent pas jouer à Toronto vis-à-vis de les règles de Covid, les règles sanitaires, etc. Enfin bref, des complications qui font que l'équipe des Raptors 2021 est obligée de jouer, je crois que c'est à Tampa, en Floride, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est pas chez eux. Et grosso modo, ça perturbe un peu tout le monde. Ils sont pas mal du tout, première partie de saison. Et puis ensuite, effondrement total au niveau de la deuxième moitié de saison avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 victoires à peine post-All-Star Game. Donc avec au moins 30 défaites, si je caricature un peu. Alors que vraiment, le début d'année avait quand même été pas mal du tout. Mais voilà, ça s'effondre complètement. Et une bonne chose va quand même sortir de ceci, c'est que les Raptors vont avoir un pic très haut et donc pouvoir sélectionner Scottie Barnes. Donc voilà, tu te remets un peu de tes émotions et de la saison décevante. C'est que derrière, tu récupères un top 4 qui va être en plus ce rookie de l'année suivante. Mais voilà, c'est aussi comme ça que mine de rien, on peut expliquer le fait que Toronto, c'est un peu une anomalie l'année 2021 parce que 2020, ils sont bons, 2022, ils sont bons et au milieu, il y a juste un peu cette année où ils n'avaient pas le droit de jouer chez eux à Toronto et ainsi de suite. Donc voilà, c'est Scottie Barnes, ça a aidé, évidemment. Il a été un ajout directement à court terme en tant que défenseur polyvalent, etc. Certes, mais c'est pas que ça. C'est le fait que avant, déjà, on avait une très bonne équipe qui, en fait, a juste un peu retrouvé son niveau un peu normal. Alors, cela dit, Kyle Lowry est parti. Il est parti pour être le meneur de Miami à la Free Agency. Donc, forcément, Miami va être premier à l'Est, bien sûr, grâce à Kyle Lowry, la légende. Mais alors, premier thème quand même qui se dégage à ce moment-ci, c'est mince. Finalement, on a le GM Masai Ujiri qui commence un peu à mal gérer l'effectif. Dans le sens où Kawhi Leonard, personne ne lui en veut. Je pense que Kawhi Leonard, personne ne lui en veut du tout de l'avoir pris avec un an de contrat, qu'il parte à la fin pour rien, c'est pas grave. Par contre, c'est vrai que Kyle Lowry, notamment, il va finir par partir gratuit, tout seul, en Free Agency 2021, plutôt qu'être échangé. Et donc, Toronto n'en tire rien. À la limite, Kyle Lowry, vous allez dire, c'est pas très grave, mais en vrai, il était quand même encore proche du niveau All-Star en 2021, donc c'est un peu embêtant, on va dire. Mais c'est un schéma qui va se répéter avec Pascal Siakam,
Masai Ujiri, le GM, va attendre trop longtemps avant de l'échanger. Il va attendre qu'il ait plus que 4, 5, 6 mois restants. Hop, on l'échange. Donc contre eux, pas grand-chose. Et ce sera évidemment pareil pour Oji Anunoby. Donc ça, c'est aussi le truc un peu dommage. C'est que cette très belle équipe, le GM, on parle beaucoup du principe de rétention de valeur en NBA et sur le Basket Lab par rapport au trade. C'est vrai que Van Vliet parti en free agency, Laurie parti en free agency, et Siakam et OG ont été vendus très peu cher parce que très, très proche de la date de la fin du contrat. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi expliquer un peu l'effondrement de ces Raptors qui auraient peut-être dû être mieux géré, on va dire. En un sens, c'était un peu l'échec de fin de carrière, de fin de cycle de Masai, qui, par ailleurs, est quand même un bon GM. Je pense que les critiques sont un peu injustes à son égard. En tout cas, elles sont concentrées sur cette fin de cycle, qui en effet n'a pas été bonne. Mais bref, donc 2022, OG toujours présent, bien sûr, toujours très bon, avec un Toronto qui va en playoff, mais qui perd contre les Sixers, il me semble, au premier tour. Voilà, lui, il est à 36 minutes par match, mais ce qu'il faut noter, ce que j'ai pas encore noté, c'est que depuis 2 ans, 2021 déjà, 2022, l'attaque a un peu explosé. Voilà, l'attaque commence un peu à monter. Donc la première année où il est titulaire, il est à 10 points par match, mais ensuite ça passe à 16 points par match en 2021, 17 points par match en 2022, 2023 aussi, pareil, dernière année pour lui complète à Toronto, 36 minutes par match avec Nick Nurse, 17 points de moyenne, avec également des votes pour être au Deepoy, 7e du classement du Deepoy d'après ce que je vois, et All Defensive Second Team. Voilà, et Toronto, mine de rien, en 2023, c'est une équipe qui ne va même pas faire les playoffs. Ils vont être à 41-41 et ils vont faire le play-in, malheureusement perdre en play-in contre, je crois, Miami ou non, il y a peut-être le match contre Chicago, vous savez avec la fille de DeRozan qui criait, je crois que c'est ça. Donc bref, collectivement, c'est pas la folie, mais parce que voilà, Kyle Lowry a jamais été remplacé en termes de création, et Siakam aussi un peu ses limites, mais globalement, le manque de renouvellement a fait du mal. Et puis ensuite, on connaît la suite. Saison 2024, échangé au Knicks en cours d'année, quand il est en fin de contrat. L'échange wink-wink en mode, tiens, on t'échange, t'es en fin de contrat, mais t'inquiète pas, on se met d'accord avant pour un contrat. Et en effet, il prolonge au Knicks. Donc les Knicks, ensuite, on connaît 2025, première année, 37 minutes de jeu par match avec Thibodeau, 18 points, voilà, tout ce qu'on connaît, élimination contre les Pacers en finale de conf. Et là, cette année, 2026, comment décrire ? Ou faut-il seulement décrire cette saison, et notamment la claquette pour l'histoire, la claquette, le tip-in pour l'éternité, avec ce rebond offensif qui termine le comeback totalement fou du match 4 contre les Spurs en finale, et donc champion. Et c'est aussi pour ça, finissons un peu le parcours, mais c'est pour ça que ça fait du bien aussi de le voir champion NBA. Alors déjà, c'est un très très bon mec, hyper timide et très introverti, etc., mais très sympathique en effet. Mais surtout, il y a un peu ce côté, il avait sa bague, techniquement, en 2019, il n'a pas joué, il n'a pas participé, donc je pense que ça devait faire un peu bizarre, quoi. Je sais pas comment lui il se sentait, est-ce qu'il se considérait champion à fond, etc., ou pas, mais dans tous les cas, maintenant il a sa vraie bague, on peut l'appeler comme ça, sa vraie bague en tant que vrai énorme contributeur. Donc voilà pour parcours. Et puis après, au niveau profil, finalement c'est assez simple, c'est même très très simple. Vous avez vu à quel point déjà quand il était à Indiana, à la fac d'Indiana, la défense est décrite comme déjà étouffante, grand, long, les mains énormes, la carrure déjà bien dessinée. C'est un super athlète. Finalement, il n'y a même pas besoin trop de développer, si ce n'est que je trouve qu'entre l'époque Toronto et quand il arrive au Knicks, il y a quand même un élément assez important, c'est le développement de la protection de panier. Parce qu'il n'avait pas trop au niveau de Toronto, où il était surtout utilisé on-ball, en défenseur on-ball, et même il était assez décevant en protection de panier, vu ses bras interminables, vu sa puissance et vu sa charpente et ainsi de suite. La protection de panier était assez décevante quand on sait que d'autres avec les mêmes mensurations, voire même un peu moins, font pas mal, ils font mieux en termes de dépassement de fonction. Lui, c'était pas le cas. Or, je trouve que là, depuis les Knicks, depuis qu'il est arrivé aux Knicks, c'est clairement un truc sur lequel il s'est pas mal amélioré. Il est devenu même assez bon, je trouve, en protection de panier. Donc ça, c'est quand même le grand plus. Et l'autre point sur la défense, s'il fallait le répéter par rapport à l'épisode de Mikal Bridges, c'est que quand il se fait drafter en 2017, on est encore dans une NBA qui, en termes de jeu, est en train de subir une révolution. Je parle pas de 3 points, mais je parle d'occupation de l'espace, je parle de philosophie. On est encore à cette époque où le 3 points, on le respecte beaucoup. Or, par la suite, on va se rendre compte que, peut-être on a un peu surréagi à ce 3 points, et que, en fait, ça vaut encore le coup de laisser ouvert les mecs à 3 points pour mieux protéger l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on va rentrer donc dans cette fameuse NBA des stunts, année 2020, pour caricaturer un peu, ça vient un peu avant, mais un peu pour donner un peu l'idée. Et c'est vrai qu'en 2017, on n'imagine pas qu'à ce point la défense off-ball de OG sur le plan horizontal, ça puisse être absolument crucial. Parce qu'en 2017, à l'époque de sa draft, on n'imagine pas que, en tout cas ça peut arriver, mais c'est un peu rare qu'on ait des défenses d'élite sans un pivot protecteur de panier d'élite. Donc globalement, ça passait un peu comme ça, là encore pour caricaturer globalement. Alors qu'aujourd'hui, finalement, c'est un peu l'inverse. Finalement, c'est un peu
bon bah toutes les défenses d'élite, c'est presque que des mecs qui sont dans le périmètre. Il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un pivot de qualité. C'est en fait la défense du panier et de la raquette, et donc les bonnes défenses se font via une escouade de périmètre qui va être capable de tout gérer. Je peux vous renvoyer d'ailleurs un épisode du Basket Lab que j'ai fait il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Faut-il encore un pivot pour défendre un NBA? Et globalement, c'est un peu ça le propos, c'est de dire, quand on regarde un peu les meilleures défenses de NBA, il n'y a pas tant que ça de un pivot génial, il y a surtout en fait une escouade entière de mecs qui vont faire des stunts, tête de raquette, qui vont boucher les espaces, la gap defense, aider aussi en deuxième rideau, etc. Donc je pense que OG a plus de valeur qu'aujourd'hui de par ça aussi. C'est Mikal et OG sont des défenseurs absolument spectaculaires pour occuper la tête de raquette, pour faire un premier rideau, pour bloquer la balle en premier rideau et empêcher que la balle puisse aller en deuxième rideau, affronter Towns, parce que Towns en protection de panier, c'est pas la folie. Donc c'est je pense aussi un truc qu'il faut souligner, parce que beaucoup de monde, quand on parle de OG, va penser waouh, il est grand, la défense on ball, il peut défendre sur à la fois LeBron James, Kevin Durant, etc. Et c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Même je dirais qu'une partie tout aussi importante de sa défense, c'est tout ce qui se passe off-ball. La protection de panier, le rebond aussi, dans une équipe comme ça où parfois il est amené à jouer sur un poste un peu plus gros. C'est un rebondeur exceptionnel, je trouve, pour ses mensurations, et avec ses mensurations plutôt. Et puis la défense sur le plan horizontal de l'occupation de l'espace. Et pareil, les mains défensives, il a des mains immenses, mais pourtant très vives et très précises. Il a une coordination main-œil géniale. C'est un mec qui peut faire des interceptions. Vous savez, quand il est à une passe près, il vient, il met ses longs bras et sa main immense, boum, je vais dévier le ballon alors que le mec est en train de dribbler. Voilà, ce type d'interception, il est absolument incroyable. C'est sans doute aussi pour ça que Wembanyama n'a peut-être pas fait autant de pick and roll. C'est que quand t'as des mecs comme Mikal Bridges et comme OG qui sont prêts à venir fondre sur le ballon et fondre sur le dribble de Wemby, bah peut-être que le choix a été fait d'en faire un peu moins de ce genre de pick and roll avec Wemby en dribbleur. Bref, mais voilà, c'est la défense, il y a ça aussi, qu'on avait moins vu venir à l'époque parce que c'était pas le jeu. On n'était pas à cette époque-là de la révolution du jeu. Par contre, année 2020 où on arrête de surréagir aux 3 points et on se resserre tous à l'intérieur pour caricaturer, bah là, le profil de OG est quand même assez spectaculaire. Donc, il y a ça. Et puis après, pour l'attaque, c'est assez simple. L'attaque, c'est la confirmation du jump shot. Et alors, là où je n'étais pas trop d'accord avec l'article, c'est qu'on nous dit, bon, effectivement, il est plutôt bien à 3 points, mais c'est un échantillon minuscule. C'est à peine 74 jump shots. Et si en effet, on regarde l'indicateur lancer franc, il est seulement à 52%. Alors, oui, mais l'indicateur lancer franc, l'échantillon, c'est aussi 90 lancers francs en 2 ans. Mais là encore, l'échantillon est ridicule. Donc c'est vrai que de prime abord, si on me dit un tel prospect, il shoot à 52% en lancer franc, sachant que le lancer franc est corrélé avec la capacité, avec le 3 points et avec le pull-up, parce que ça utilise les mêmes qualités de gestes, mémoire gestuelle, l'historique de jump shot, le toucher de balle, etc. 52%, tu te dis waouh, indicateur très négatif. Après, si on te dit 52%, mais sur un échantillon de même pas sentir, je dis ok, en fait, il faut peut-être pas le prendre au pied de la lettre, c'est peut-être encore un échantillon trop petit pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de variation ou quoi que ce soit. En général, on aime bien, au niveau de lancer franc, c'est peut-être un peu moins, mais au niveau de jump shot, on dit à chaque fois c'est 700-800 l'échantillon de tir minimum pour être à peu près sûr du niveau d'un jump shooter. Donc là, autant dire que l'indicateur lancer franc était peut-être à jeter à la poubelle. Et de l'autre côté, quand même, dans l'article, il écrit quand même bien le fait que quand il est bien préparé, la mécanique est largement imparfaite, mais il peut bien faire rouler, ou enfin le ballon roule bien en l'air, etc. Et je pense que c'est le progrès majeur, c'est le fait que la mécanique de tir a été largement nettoyée. On a quelqu'un qui aujourd'hui relâche le ballon très haut grâce à ses bras. Le toucher est quand même assez solide. D'ailleurs, regardez un peu au niveau NBA, il est sur un donc gros échantillon, 78% ou 77% d'efficacité au lancer franc. Donc là, l'indicateur lancer franc, il dit ouais, c'est pas mal quoi, ça va. C'est pas cata du tout. Et par ailleurs, à 3 points, il fait une carrière à quasiment 38% à 3 points sur 5 par match. Et même, en fait, très tôt, il a des bons volumes. Très tôt, à partir du moment où il est un peu titulaire dès 2021, 40% sur 6 par match, en termes de 3 points tentés par match. Donc, en fait, c'est quand même le truc majeur, c'est de dire que, ok, la défense, elle est terrifiante, la défense, elle est fabuleuse. Après, néanmoins, si de base, on n'avait pas eu un bon shooter, peut-être qu'on aurait une carrière à la Jared Vanderbilt, à la défenseur un peu gadget, role-player un peu gadget, qui est utile, mais qui peut pas être titulaire à gros temps de jeu parce que le shoot handicape un peu trop. Donc ça, c'est quand même le truc principal, je trouve. Et puis, deuxièmement, il y a quand même un jeu de création au scoring un peu tertiaire qui s'est développé au fur et à mesure des années. Et même, j'ai presque envie de dire, presque assez tôt. Le truc qui a un peu stagné, mais ça va pas stagner à un niveau très bas, c'est tout ce qui est QI basket et process. Effectivement, c'est pas quelqu'un qui est en mouvement, alors pas autant que comme c'est décrit à la fac, mais c'est pas quelqu'un qui va être génial en mouvement sur driving kick, sur des lectures un peu avancées, sur des pick and roll. Non, ça y a pas trop, mais au moins il est propre, il fait les bonnes décisions, il est altruiste, donc ça c'est nickel. Il peut faire un peu parfois des passes en mouvement, même si c'est pas la folie, il faut que ça soit un peu basique, mais tout de même. Mais par contre, c'est vrai que
tout ce qui est développement du scoring en mouvement, ça c'est un peu apparu. Tout ce qui est notamment le pull-up, la mécanique a aussi été améliorée de ce point de vue-là. Donc il peut s'installer sur un jump shot lui-même en sortie de dribble et en mouvement. Donc il y a ça, plus également la transposition de ce drive qui était puissant déjà avec de longues foulées et un peu tout droit. Ça, mine de rien, on retrouve aussi en NBA à un niveau supérieur. Donc ça a mis un peu de temps, évidemment, parce que le différentiel physique qu'il avait par rapport aux adversaires à la fac, il a mis un peu de temps à retrouver un peu le même au niveau NBA. Il a fallu prendre en masse, etc. Mais c'est vrai que c'est exactement ce qu'on retrouve. Et même, pendant longtemps, c'était un peu un scoreur occasionnel, un peu tertiaire, qui était sympathique, mais sans plus, j'ai envie de dire. Là, je dois dire que depuis un an, au Knicks, ou depuis 2 ans, je trouve que parfois, il y a des moments où on va même flirter avec le créateur un peu secondaire. Il y a des fois dans des séries ou des passages de playoff ou de régulière, où tu te dis, ouais, c'est quand même cool d'avoir 25 points de la part de OG, qui peut faire un peu de pull-up, qui peut faire un peu de piquer dans le basique pour au moins se lancer vers un drive au panier, qui peut faire du post-up aussi. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant, cette arme un peu qu'il a en post-up par-dessus des plus petits. Donc, c'est quand même le jump shot d'abord, mais aussi la partie un peu de création, de scoring auto-généré de la part de OG. Voilà, le passing, jamais trop, on est d'accord. Par contre, ce scoring-là, de création, et pas juste un peu de ramasse-miettes, de rebond offensif, de transition, etc., c'est quand même venu. Donc, au global, on voit que c'est assez facile, avec de telles améliorations, d'arriver très rapidement à un profil qui est ultra valuable. Quand t'as un mec qui est en carrière à 38%, c'est-à-dire excellentissime à 3 points, pas élite, hein, pas 40-42% à la Curry, non, mais quand même très 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 solide au niveau des catch and shoot notamment, qui en plus a une défense qui est terrifiante de niveau all defense très largement, hyper polyvalente on ball, mais aussi pas mal en termes de défense off ball, occupation de l'espace, protection de panier et rebond, plus aussi donc l'apparition de ce scoring un peu tertiaire, un peu secondaire même par moment. Bon, au final, t'as un mec qui est largement top 50, top 40, top 30 NBA, je pense, et quelqu'un qui a été donc absolument capital dans ce run de champions des Knicks. Donc finalement pas plus à dire. Alors si peut-être l'aspect de jeunesse était en effet un élément crucial, parce que quand tu vois un mec qui est assez peu réactif en tant que freshman à la fac, tu peux te dire waouh, quel est un peu le parcours. Est-ce que c'est un mec qui est sur les circuits lycéens depuis longtemps, etc., et qui finalement ça peut être un peu inquiétant qu'il arrive à la fac et même à la fac le cerveau, le processeur, ça cale encore. Ou alors si en effet c'est un late bloomer comme ils disent et qu'il est arrivé tardivement et que en fait parfois quand il réagit pas ou quand il a un peu des sautes d'attention ou ce genre de truc où il comprend pas le jeu, comment est-ce que le jeu fonctionne, c'est peut-être juste qu'il le connaît pas encore. C'est pas juste qu'il a déjà été passé au révélateur et qu'on sait qu'il a pas le processeur pour, c'est peut-être juste que on n'a pas eu le temps de le tester encore. Je pense que OG on est un peu là-dessus. Avec tout de même des limites, hein, comme on a dit de passing, on n'a jamais eu un QI basket d'élite qui a explosé de nulle part, d'accord, mais au global, on a quand même un mec qui n'est pas du tout perdu sur le terrain. Les questions, d'ailleurs, j'avais totalement oublié ça, mais les questions par rapport au niveau d'intensité irrégulier ou les sautes d'attention, ça, jamais trop posé de problème en NBA. Je veux dire, ça a été très vite réglé. Donc, en fait, on avait un prospect qui était hyper intéressant, qui est tombé parce que blessure. Mais en vrai, quand tu fais le bilan, c'est quelqu'un qui était un défenseur monstrueux, profil physico-athlétique monstrueux, à peine 20 ans, hyper jeune. En vrai, sur un choix numéro 23, tu le prends tous les jours et tu tentes le pari. Et en plus, le pari est gagnant. Donc, que demande le peuple ? Que demande le peuple de plus ? En tout cas, OG est rentré dans la légende déjà des basketteurs anglais et britanniques, pardon. Il n'y a pas des tonnes, hein. C'est sans doute le meilleur depuis Ben Gordon, voire même depuis plus loin, peut-être de l'histoire, parce qu'il est quand même, je pense, une meilleure carrière que Ben Gordon. Mais voilà, une légende aussi des Knicks, une légende de la NBA avec cette claquette pour l'éternité de OG. Voici pour cet épisode sur OG Anunoby et on se retrouve demain pour le dernier épisode de Origine de Champion.